Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la deuxième journée du camp de carrière 2024, au cours duquel j'espère que nous allons tous apprendre à élever nos carrières vers de nouveaux sommets. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français, simultanément. Afin de visionner la session en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la session anglaise. So if you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session as both the English and the French sessions are being held simultaneously. Tout premièrement, je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur Epecuit, communément appelée l'île du Prince-Édouard. L'île est située dans la région Micmac, qui est couverte par les traités historiques de paix et d'amitié. J'aimerais donc rendre hommage au peuple autochtone Micmac qui occupe cette île depuis plus de 12 000 ans passés, présents et futurs. J'aimerais aussi vous encourager à reconnaître les terres sur lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Merci. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada. Et l'unique objectif est de vous soutenir dans votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos connaissances, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions-réponses ou Q&A en anglais dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up en anglais. Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci aussi sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements et les enseignements à une date ultérieure. En plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre, une série de balados, des sessions du camp de carrière. Et après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Je m'appelle Raoul Nouali et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être votre modérateur. Je suis d'origine rwandaise, je suis un homme noir avec des cheveux coupés et aujourd'hui je porte une chemise noire et mes lunettes noires. Je travaille pour l'Agence du revenu du Canada en tant que coordonnateur national du RJP de l'ARC. J'ai débuté ma carrière dans la fonction publique en 2019 en tant que vérificateur fiscal et au fil des années, j'ai eu l'opportunité d'occuper de nombreux rôles en tant qu'analyste principale de la gestion des finances et des ressources, en tant que chef d'équipe de vérification fiscale et maintenant, comme je l'avais mentionné, en tant que coordonnateur national du RJP de la RC. Avant de rejoindre l'agence, j'ai eu l'occasion de travailler pour de nombreuses organisations telles que la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Bourse du Rwanda et l'Autorité des marchés financiers du Rwanda. Mais aujourd'hui, je suis très fier d'être fonctionnaire et pouvoir servir le plus grand réseau d'employés à la RC. Avant de commencer, j'ai quelques questions ici pour vous, des questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas d'un test et ce n'est pas obligatoire de participer à ces questions, mais quand même, je vous encourage à répondre à ces questions de sondage parce qu'elles sont un peu reliées à nos objectifs de la séance d'aujourd'hui. La première question que j'ai pour vous, c'est, avez-vous déjà été confronté à un refus d'emploi au cours de votre carrière? Vous avez trois options. La première, c'est oui, et cela a été une expérience d'apprentissage précieuse. Ou oui, mais ça a été difficile d'y faire face. Et finalement, non, je n'ai pas encore été confronté à un refus. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est lorsque vous êtes confronté à un refus d'embauche, quelle est votre première réaction? Il y a certains d'entre nous qui peuvent dire, je réfléchis à ce que je peux apprendre et comment m'améliorer. Certains pourraient dire, je suis déçu, mais j'essaie de passer rapidement à autre chose. D'autres diraient, je trouve cela démotivant et j'ai du mal à rester positif. Ou peut-être, je suis sur la défensive et je cherche des moyens de faire appel à de la décision. Donc, je vous encourage à répondre à quelques questions ici et j'aimerais voir les résultats de ce sondage. Ah, OK, wow. Donc, la majorité d'entre nous ont déjà été confrontés à un refus d'emploi. En 9% on dit que oui, mais
ils ont pris ça comme une expérience d'apprentissage. Et aussi, la deuxième question, donc lorsque vous êtes confronté à un refus d'embauche, quelle est votre première réaction? La majorité d'entre nous ont dit que nous avons été déçus et on a essayé de passer rapidement à une autre chose. Donc c'est, 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 c'est visible ici. La deuxième, il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont montré que vous avez déjà confronté des expériences comme ça. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce sondage parce que ça va nous aider à atteindre les objectifs que nous avons pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous avons trois objectifs. La première, c'est considérer les rejets. Pardon, trois objectifs. Et par la fin de cette séance, l'espoir, c'est que chacun d'entre nous pourront considérer les rejets comme des occasions d'apprentissage et reconnaître leur sphère d'influence. Deuxième objectif, c'est de pouvoir gérer ses émotions et surmonter les déceptions tout en restant concentré sur ses objectifs futurs. Et finalement, maintenir une attitude positive, rester motivé et rechercher de manière proactive de nouvelles occasions dans la mesure du possible. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être joint par trois panélistes qui vont nous aider à pouvoir atteindre ces objectifs. J'aimerais vous présenter à Guillaume Bolac. Guillaume dirige actuellement l'unité stratégie comportementale et impact de Services Partagés Canada. Euh, et ça, c'est une équipe qui est dans la direction de la transformation organisationnelle. Et leur but, c'est de mettre en avant la prise de décision basée sur les données probantes afin de trouver les meilleures façons de réduire les obstacles pour les clients et les utilisateurs. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Manon, Manon Porel. Manon est une psychologue attitrée au Nouveau-Brunswick avec plus de 23 ans d'expérience auprès des enfants, des adolescents et de leurs familles. Elle a entamé sa carrière comme psychologue scolaire dans les écoles secondaires de Dieppe et Moncton. Et par la suite, elle a fondé sa propre pratique privée et y pratique encore à temps partiel. Elle a débuté sa carrière à la fonction publique fédérale en octobre 2019 à titre de consultante principale en gestion des conflits, valeurs et éthique au SFC. Et c'est un poste qu'elle occupe toujours actuellement. Mais depuis son arrivée au SFC, maintenant agit à titre d'agent d'orientation pour le pays, pardon, et participe à diverses initiatives pour la promotion de la santé mentale au travail. Et finalement, nous avons avec nous pardon, j'ai perdu mes notes ici. Nous avons avec nous Nadia Durel. Et Nadia fait partie de l'équipe du SGIC de Justice Canada en tant que praticienne principale en gestion des conflits depuis juillet 2022. Elle a d'abord rejoint la communauté fédérale du SGIC avec l'Agence des services frontaliers du Canada en 2018. Elle a reçu sa formation initiale en tant que praticienne en résolution de conflits avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick en 2008 et a continué à exercer dans le secteur privé. Nadia a continué à utiliser ses compétences dans diverses expériences qu'elle a acquises au cours de sa carrière, telles que travailleuse sociale, clinique et coordonnatrice des services de santé pour les autochtones incarcérés dans la région de l'Atlantique avec le Service correctionnel du Canada. Nadia, Manon, Guillaume, bienvenue à la rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous et de pouvoir discuter de ces sujets. Je comprends que vous avez une présentation pour nous, donc j'aimerais vous passer la parole pour débuter. Merci. Merci beaucoup, Raoul. Donc, bonjour à tous. Donc, quand on parle de gérer les rejets, il faut reconnaître que les émotions sont un gros morceau à gérer dans tout ça. Puis, ici, on vous présente la roue des émotions. Cette roue permet vraiment de représenter visuellement que 6 émotions de base qu'on trouve dans le centre, mais également toute la complexité qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir quand on vit des expériences humaines. La roue des émotions peut être un outil intéressant quand on vit des expériences qui sont hautes en émotions, comme un rejet lors d'un processus d'embauche. Ça nous permet de mieux comprendre ce que l'on vit et mettre des mots sur notre expérience. Donc, premièrement,
quand on regarde une représentation visuelle comme ça pour identifier les émotions, ça nous permet vraiment de mettre les noms, de mettre des mots sur ce que l'on vit. Quand on nomme une émotion ressentie, cela, ça nous permet vraiment de donner un sens à l'expérience, un sens à l'émotion. Les émotions puis la pensée logique se produisent dans deux parties du cerveau distinctes. Donc, quand on nomme l'émotion, on lui donne un nom. C'est comme si on sort de l'ère des émotions, puis on s'en va plus dans le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui nous aide à raisonner, qui nous aide à résoudre des problèmes. En anglais, une expression que j'aime bien quand on parle des émotions, c'est name it to tame it. Donc, quand on nomme l'émotion, c'est comme si on l'apprivoise pour on la comprend davantage. Donc, on vous encourage vraiment, quand on vit des rejets ou qu'on vit des expériences difficiles au travail, c'est vraiment d'identifier les émotions qui se trouvent derrière ça. Quand on nomme nos émotions, quand on identifie nos émotions, ça nous permet aussi d'accroître notre conscience de soi. La conscience de soi, c'est un aspect de qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, lorsqu'on commence à prêter attention à nos sentiments, on développe cette conscience de soi. Quand on regarde cette roue des émotions, on voit que se sentir inadéquat, donc le sentiment d'être inadéquat suite à un rejet, qui serait tout à fait typique, comprenable, peut être perçu comme un type de peur. Donc, avec ces informations-là, on peut aller voir qu'est-ce que ça représente pour moi. Peur de quoi? Peut-être peur d'être pas assez bon, peur de jamais avoir le poste que je désire, peur de ne pas continuer de cheminer dans mon processus de carrière. Donc, lorsqu'on connaît l'émotion principale qui se trouve sous les sentiments de surface, ça peut nous aider à mieux comprendre ce qui déclenche notre réponse émotionnelle, donc augmenter notre conscience de soi. Puis une autre chose, quand on parle d'émotions dans des processus ou surtout lors des rejets, tu sais, c'est important d'être entouré, de bien s'entourer, de s'entourer de personnes en qui on a confiance, en des personnes qui peuvent nous aider à cheminer. Donc, quand on est avec ces gens, c'est important de communiquer comment est-ce qu'on se sent. Puis parfois, on peut avoir de la difficulté à communiquer nos émotions. Donc, un outil comme celui-ci peut vraiment nous aider à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière nos réactions émotionnelles, puis à avoir des discussions avec les gens qui nous entourent, les gens en qui on a confiance, qui vont nous aider à cheminer. Puis finalement, je pense que c'est important aussi de ne pas seulement comprendre nos émotions, mais de comprendre les émotions des autres. Parce que souvent, quand on fait partie des processus, on a les gens qui vont peut-être nous annoncer la nouvelle du rejet. Puis, tu sais, si on ne comprend pas leurs émotions, des choses comme ça, on peut se dire qu'ils sont peut-être, tu sais, moins préoccupés par notre bien-être ou des choses comme ça. Donc, avec la roue des émotions, ça nous permet ou de connaître, d'élargir notre vocabulaire au niveau des émotions. Ça nous permet aussi de mieux comprendre l'autre, qui fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle. Donc, de se comprendre, de comprendre nos réactions émotionnelles, mais de comprendre que l'autre, dans une situation, peut avoir une réaction différente. Nadia, est-ce que tu aimerais te poursuivre à la prochaine diapositive? Merci, Manon. Maintenant, moi, je vais vous parler un peu de le concept du faire. Lorsque nous participons à un processus d'embauche, et surtout si nous sommes rejetés d'un processus, il est normal que des émotions fortes surfassent, telles que Manon nous a mentionné tantôt. Que ce soit pour nous aider à régulariser nos émotions dans un processus d'embauche ou même pour aider avec notre progression de carrière en général. Il est important de reconnaître ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce que nous pouvons contrôler et sur quoi nous avons une influence. Examinons un peu en plus profondeur ce que nous ne pouvons pas contrôler pour ceux qui en ont du développement de carrière. Donc, des exemples, ça serait, nous ne pouvons pas
contrôler la durée d'un processus. Nous ne pouvons pas contrôler qui s'occupe de l'embauche. Nous ne pouvons pas contrôler qui postule pour le même poste. Nous ne pouvons pas contrôler qui sera choisi pour un poste. Nous ne pouvons pas contrôler les choix et les décisions des autres. Donc, ce sont tous des exemples de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si nous gaspillons notre énergie sur ces situations, non seulement que ça ne changera pas le résultat, mais nous aurons également moins d'énergie à consacrer sur ce que nous pouvons influencer et sur ce que nous pouvons contrôler. Est-ce que ça veut dire que nous ne devrions pas reconnaître les émotions qui font surface suite à ces éléments qui sont hors de notre contrôle? Non. Mais en ayant la capacité de gérer nos émotions, puis en nous concentrant sur les choses que nous pouvons influencer et contrôler, nous augmentons nos chances de succès. Nous allons maintenant se rapprocher un peu plus près de l'intérieur du sphère, qui est le sphère d'influence. Lorsque nous parlons d'influence, il y a quelques points importants à retenir. Premièrement, nous pouvons être influencés par des facteurs externes, donc notre environnement. Si nous choisissons de nous entourer de personnes qui n'ont pas une perspective saine sur le milieu du travail, cela pourrait éventuellement influencer notre propre perspective. De plus, afin de progresser dans notre carrière, il est important de s'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs saines, des gens qui veulent aussi grandir et qui ont une solide éthique de travail, dans le fond, des gens qui nous font du bien. Deuxièmement, nous pouvons influencer si nous sommes choisis pour des opportunités de développement ou même des postes en choisissant consciemment de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, ce qui nous amène aux sphères de contrôle, qui est le noyau. Lorsque nous utilisons le sphère de contrôle dans le contexte de progression de carrière, j'aime le diviser en deux. Premièrement, les objectifs. Alors, nous pouvons choisir de travailler envers nos objectifs de notre travail actuel, d'être productif. Nous pouvons choisir de travailler sur nos compétences, demander un post-board si nous avons été éliminés d'un processus d'emploi. Nous pouvons choisir de travailler sur ce qui nous manque pour passer à l'étape suivante. Nous pouvons choisir de continuer à appliquer sur des concours d'embauche, même après d'être éliminés d'un processus, jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Deuxièmement, c'est les relations. Donc, nous pouvons choisir d'investir dans nos relations de travail, soit avec nos collègues, avec nos employeurs. Nous pouvons choisir la façon dont nous nous présentons dans une entrevue ou même dans le milieu de travail, le type d'énergie que nous apportons, qui en retour influence notre réputation. Avec une bonne réputation, nous augmentons nos chances d'évolution de carrière. Nous pouvons aussi choisir si nous sommes fiers, responsables, respectueux. Les gens oublieront souvent ce que nous avons dit ou ce que nous avons fait, mais oublieront rarement ce que nous leur avons fait ressentir. Nous pouvons choisir la manière dont nous communiquons et si c'est un domaine qui doit être amélioré, nous pouvons choisir d'y travailler. Nous pouvons choisir la manière dont nous gérons les conflits. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, serons-nous sur la défensive ou l'aborderons-nous avec curiosité et avec le désir d'apprendre et de grandir face à la situation? Et le même concept s'applique si nous sommes éliminés d'un processus. Allons-nous être sur la défensive ou allons-nous approcher avec curiosité et apprendre pour mieux faire la prochaine fois? Nous pouvons choisir de demander pour de la rétroaction, de réfléchir et d'être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes réellement prêts pour une progression? Nous pouvons
Également, choisir de profiter des opportunités pour agrandir notre réseau, comme participer à des événements comme celui-ci, participer à des retraites d'équipe, à des fonctions de travail, à différents comités. Le réseautage permet aux gens de vous connaître et de découvrir ce que vous avez à offrir et vous permettra aussi d'avoir l'opportunité d'apprendre des autres. Et enfin, nous pouvons choisir ce que nous retenons de nos expériences, les leçons que nous avons apprises au cours du processus. Plus important, nous pouvons choisir d'avoir de la compassion envers nous-mêmes, car l'échec n'est pas l'opposé du succès, il est en fait partie. Alors, Guillaume, est-ce que tu voulais présenter la prochaine diapo? Bien sûr, merci beaucoup. Ben voilà, c'est donc essentiel de savoir qu'un échec ou un rejet peut vous amener à explorer d'autres opportunités éventuellement. De mon côté, en fait, ben, c'est suite à une carrière académique puis la difficulté d'obtenir un poste permanent que j'ai trouvé des opportunités dans la fonction publique fédérale. Puis dans la fonction publique, je vais vous dire que mes premières tentatives pour postuler des emplois, ça a été des désastres. Je connaissais pas bien le système, je comprenais pas comment écrire des bonnes réponses pour passer les premières étapes du filtrage. Puis même en ce moment, je suis dans la classification EC. La question, ben, pour bien expliquer comment je rencontre le critère d'éducation ou d'expérience, peut être un défi, comme j'ai un peu un parcours professionnel atypique. Mais ça, c'est pas assez parce qu'il faut prendre le temps de reconnaître et de connecter aux émotions négatives. Donc oui, comme mes collègues l'ont mentionné, l'échec, le rejet va nous faire sentir des émotions négatives et c'est important d'y connecter, même si on sait que ça va mener à des bonnes choses. Mais de ne pas le faire, de ne pas reconnaître les émotions négatives, en fait, c'est une recette qui peut rapidement mener à du stress et des frustrations encore plus grandes. Surtout lorsque on trouve que certaines étapes ou certaines décisions sont injustes. Cela dit, il faut bien reconnaître que le facteur temps des processus d'embauche, c'est vraiment hors de votre contrôle. Puis parfois aussi, comme gestionnaire d'embauche, je peux vous le dire, c'est aussi hors de votre contrôle à bien des moments. Vous voyez représenter ici une image avec toutes les étapes du processus qu'un collègue avait documenté là, pour voir quand il embauchait quelqu'un, c'était quoi toutes les étapes par lesquelles il fallait passer. Bon, il y a des étapes qui sont communiquées aux candidates ou aux candidats, mais pas toutes. Comme gestionnaire d'embauche, il y a des étapes sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle par rapport au temps, mais pas toutes. Et donc, ça fait en sorte que c'est un processus qui est long et qui est complexe. Si vous êtes déjà fonctionnaire, ben, vous pouvez au moins vous dire que les processus de sécurité et d'évaluation de langue seconde qui sont mentionnés sur la diapositive sont déjà faits. C'est déjà ça de moins. Mais si vous êtes nouveau, si vous voulez vous joindre à la fonction publique, ça fait partie de délais supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Toutes les étapes demeurent, hein, même quand il y en a certaines qui sont déjà faites, et ça va prendre du temps. Mais ici, comprendre comment ça fonctionne peut au moins aider à avoir une idée générale d'où on se situe dans le processus. Puis, à travers le camp de carrière, ben, vous avez l'occasion cette semaine d'en apprendre plus sur ces processus-là, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de boîte noire là, où on voit pas toujours toutes les étapes du processus, où elles sont pas toujours communiquées. Simplement savoir où vous vous trouvez dans le processus, ça peut vraiment aider avec l'anxiété liée à l'attente. Une fois que les aspects émotionnels sont gérés, vous pouvez vous concentrer aussi sur prendre contrôle des choses sur lesquelles vous pouvez avoir du contrôle, comme les collègues le disaient à l'instant. Euh, une fois que vous avez accepté, que vous avez passé un peu le deuil de ce rôle-là ou du processus que vous avez tenté, pour lequel vous avez reçu un rejet, vous pouvez aussi creuser un peu, essayer de comprendre donc, comment c'est arrivé, pourquoi est-ce que j'ai pas été accepté. Quand c'est des processus internes, vous pouvez demander. Vous n'allez pas toujours l'obtenir, mais vous pouvez demander pour des conversations informelles. Et dans mon cas, les conversations informelles m'ont vraiment aidé à améliorer certaines de mes réponses. C'est important aussi de recadrer les mauvaises choses qu'on va se dire à soi-même. Quand on échoue, on va se dire ah ben, je suis pas bon, mon dossier est pas assez fort, j'ai manqué mon coup ici et tout ça. Et c'est normal de se dire ces choses-là, mais comme
Nadia le disait tantôt, ben de se connecter sur ces émotions-là, de les reconnaître, de trouver la place où on se trouve dans ça, mais ça aide définitivement à, euh, à mieux accepter là, là où on se trouve. En fait, Manon qui nous parlait de la roue des émotions, mais après ça, Nadia qui nous disait là, comment on peut se sentir dans ça selon le contrôle qu'on a. Euh, Adoptez aussi un état d'esprit de croissance, une approche où les échecs font partie de votre apprentissage puis votre développement. La chercheure Brené Brown, par exemple, insiste beaucoup sur les histoires qu'on va se raconter à soi-même, sur le cadrage qu'on va utiliser pour avoir un effet sur comment on se présente, sur comment est-ce qu'on recontextualise les choses auxquelles on pense. On peut aller à la diapositive suivante. Vous pouvez aussi repenser, voir quels sont vos buts de carrière. Est-ce que les buts sont réalistes? Demandez à des mentors, demandez à des collègues, demandez à votre gestionnaire. Est-ce que c'est des choses que vous me voyez faire un jour et essayez de voir si vous pouvez pas faire un plan pour aller en ce sens-là. Quels sont les défis et les barrières en lien avec ça? Comment est-ce que vous allez affronter ces barrières-là et à qui vous allez demander pour aller chercher cette aide-là? Donc, de vraiment prendre des étapes de faire des pas de façon proactive qui, des fois, vont changer de votre plan original. Être ici aujourd'hui, en fait, c'est une de ces étapes-là où vous voulez en apprendre plus sur comment tout ça fonctionne. En plus des éléments identifiés sur l'écran, comme identifier les annonces d'emploi qui vous intéressent, les différents énoncés de critères de mérite aussi, de voir les énoncés de critères de mérite auxquels vous répondez et ceux auxquels vous ne répondez pas et voir est-ce qu'il y a moyen dans mon rôle en ce moment d'aller chercher cette expérience-là pour répondre à ce type d'énoncé de critères de mérite dans le futur, mais aussi de penser à votre développement de carrière, votre plan d'apprentissage de cette façon-là. Trouver aussi des personnes qui semblent bien connaître les processus d'embauche, la façon de répondre aux questions. Donc, la dernière ligne ici, qui est de faire valider ces réponses, demander à un collègue, demander à des contacts, peut-être dans le service des ressources humaines, sur comment est-ce que je peux répondre, bien répondre à ces questions-là. Il existe aussi différents guides sur comment répondre à ces questions dans le cadre de processus d'embauche au gouvernement fédéral. Euh, enfin, ben, n'hésitez pas à demander aussi à des collègues pour des opportunités, du mentorat. Les programmes de mentorat officiels existent, mais vous pouvez aller chercher toutes sortes de formes de mentorat informels, des rôles informels, des rôles par intérim. Participez à vos réseaux professionnels. Dans vos réseaux professionnels, les différents réseaux professionnels, dans chaque ministère, vous allez trouver des gens qui vous ressemblent, les réseaux des jeunes, les réseaux des personnes de minorités visibles, réseaux à certains moments de personnes noires dans la fonction publique, les réseaux pour les personnes autochtones ou encore pour les personnes en situation de handicap. C'est des réseaux qui sont extrêmement riches, puis vous pouvez aller chercher énormément de ressources. Vous pouvez aussi demander à explorer, comme je disais, différents rôles. Donc, en favorisant la communauté, la collaboration, l'inclusion, euh, pratiquer votre leadership. Vous n'avez pas besoin d'être un gestionnaire ou un directeur pour pratiquer du leadership dans la fonction publique. Vous pouvez le faire dans tous les rôles, dans tous les types d'emplois. Vous pouvez demander ces opportunités-là. Vous pouvez demander de prendre des chances puis d'essayer des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se perfectionne et qu'éventuellement, on arrive à décrocher des nouveaux rôles. Et avant tout, et surtout, ayez une conversation à propos de tout ça, à propos des bassins, de postuler, du développement de carrière, de qu'est-ce qui vous intéresse, où vous voulez aller. Ayez cette conversation-là avec votre gestionnaire. Ça demeure votre ressource numéro un pour vous développer au sein de la fonction publique fédérale. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Nadia et Manon. J'ai beaucoup apprécié, surtout Manon, quand tu as parlé des émotions. C'est une chose, au moins personnellement, que c'est pas facile pour moi de comprendre, surtout quand je suis déçu. Donc, pouvoir comprendre, avoir l'intelligence émotionnelle et comprendre les différentes émotions que nous avons, euh, c'est une très bonne première étape. Nadia, j'ai beaucoup aimé comment tu as parlé de notre sphère de contrôle. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Je pense que ça aussi, c'est vraiment important dans ce type de situation. Et Guillaume, comprendre le processus et voir ce que nous pouvons faire pour s'améliorer et devenir un peu plus résilient, c'est très, très apprécié. J'ai aussi aimé quand tu as parlé des réseaux.
Les réseaux sont très importants et peuvent vraiment soutenir le cheminement de carrière de quelqu'un. Donc, nous allons maintenant passer à la, à la séance de questions-réponses. Veuillez, aux membres du public, s'il vous plaît, veuillez utiliser la fonction questions-réponses pour poser vos questions. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en utilisant le pouce levé. Euh, pour nos panélistes, s'il vous plaît, essayez de répondre aux questions le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets, de questions. Je vais poser les questions et un membre du panel y répondra. Je ne vais pas mentionner qui, seulement si, au cas où, si un des membres de l'audience a mentionné quelqu'un, je vais passer la parole à vous. Mais sinon, je vous invite tous à répondre. Euh, et aussi, les autres peuvent, si quelqu'un répond, les autres peuvent aussi ajouter des éléments ou discuter, à condition que nous restions dans le vif du sujet. Et encore une fois, toutes les ressources mentionnées seront partagées sur notre page wiki après l'événement. Donc, je vois que nous avons quelques questions ici dans dans la boîte questions-réponses. La première question qui a été la plus votée, c'est comment peut-on apprendre à ne pas confondre la complaisance pour la résilience? Autrement dit, quand c'est temps qu'il faut changer de tactique pour trouver un nouveau placement, au lieu de se convaincre que l'on tire toujours des bénéfices de nos échecs? Ouf, très bonne question. Qui aimerait répondre? Ben, si je peux me lancer, puis Manon, Nadia, si vous voulez ajouter quelque chose. C'est effectivement c'est une excellente question, puis il y a- je pense que de reconnaître, puis comme on l'a dit, c'est là où on essaie de mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur l'importance de connecter à ses émotions, puis de reconnaître. Il y a rien de ça qui est agréable. Je pense que la meilleure ressource ici, ben, à la fois votre gestionnaire, puis si vous pouvez vous trouver des gens pour faire du mentorat en dehors de ça. Puis le mentor, c'est pas besoin d'être quelqu'un qui est directeur général, ça peut être un collègue qui est là depuis un peu plus longtemps que vous. Ayez des discussions, posez des questions aux gens au sein de votre équipe. Pas nécessairement seulement dans votre hiérarchie, non plus les autres équipes autour et tout ça peuvent vous donner des coups de main pour comprendre ça. Puis, insister sur le fait que vous voulez de la rétroaction honnête, directe, que vous n'avez pas peur de ces réactions-là. Certainement, par contre, si vous demandez de la rétroaction honnête puis que vous n'aimez pas ce que vous entendez, vous devez, disons, ne pas être sur la défensive. Et c'est là où il y a un équilibre qui est difficile à atteindre. Parce que quand on entend des choses négatives, on a tendance à dire, ah non, mais c'est pas vrai, trouver des excuses, trouver des justifications et tout ça. Quand vous entendez cette rétroaction négative-là, prenez un moment pour essayer de vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne a essayé de me dire là-dedans, en gardant en tête que la personne est bienveillante. Plutôt que des fois, c'est facile de dire, ah, la personne elle voulu être méchante avec moi ou elle voulait me nuire et tout ça. Quel est l'apprentissage que vous pouvez retirer de cette rétroaction-là? Puis je pense qu'en ayant ça, puis en collectant les différentes pièces d'information, mais vous pouvez aller un peu plus loin. Dernier truc que je vais mentionner, mais sur les affiches d'emploi, les énoncés de critères de mérite, ben, regardez, est-ce que j'ai vraiment cette expérience-là? Puis vous pouvez demander à des gens, est-ce que vous pensez que je l'ai, cette expérience-là? Est-ce que cette expérience-là, ça peut se qualifier? Puis si vous êtes à l'interne, vous pouvez aussi aller chercher cette rétroaction supplémentaire-là à travers les conversations informelles. Merci, Guillaume. OK. Merci beaucoup pour la réponse ici. J'ai une autre question ici. Non. La question, c'est, mon directeur dépasse son droit de gestion et fait de la violence psychologique. Il me fait maintenant très peur. J'en fais même des cauchemars. Il est totalement fermé à la discussion et bloque les processus pour changer de poste. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Maintenant, je vois que tu... Ouais, Donc, là, je peux commencer. Premièrement, je suis désolée que quelqu'un vit cette expérience très difficile. On sait que, il y a le projet de loi 665 qui est
un projet de loi qui consiste sur la prévention du harcèlement et de la violence dans les lieux de travail. Donc, tous les employés de la fonction publique ont le droit d'accéder à cette ressource-là. Ils ont le droit de travailler dans un environnement qui est psychologiquement sain, où ils se sentent respectés, un environnement où il n'y a pas de harcèlement ou de violence psychologique. Donc, si la personne qui pose la question se sent qu'il ou elle vit de la violence psychologique, il serait vraiment encouragé de communiquer avec le destinataire désigné, qui est la personne responsable dans le programme de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail pour euh, déposer un avis de je l'ai en anglais, je l'ai oublié en français, on dit un notice of occurrence, mais un avis d'incident. Puis d'avoir cette discussion-là, c'est un service qui est offert à tous les gens de la fonction publique. Puis on a même une responsabilité à divulguer, quoique quand ça nous arrive, ça peut être très difficile. On a une responsabilité de divulguer ces événements-là pour prévenir des événements futurs, mais aussi de se protéger soi-même. Donc, je pense que ça serait vers ce programme-là que la personne qui pose la question devrait se diriger. Merci beaucoup, Manon. Guillaume? Ici, il existe une chose dans la fonction publique qui est fantastique qui s'appelle une mutation. En anglais, deployment. Euh, Trouver un poste dans le même groupe et même niveau, ou un groupe niveau équivalent, si c'est possible. Donc, de connecter, regarder sur GC Connects, sur les réseaux de ce genre-là. Il y a des groupes Facebook informels où ce type d'opportunités-là, des fois, sont annoncées, où les gens aussi publient des annonces. Donc, tout ce que ma collègue a dit est tout à fait juste, puis je pense que c'est une situation qui doit être dénoncée. Mais quitter, ça fait pas en sorte qu'on ne peut plus dénoncer. Ces processus-là peuvent, dans bien des cas, continuer, mais la sécurité, la santé est vraiment de mise. Puis c'est d'essayer peut-être de sortir de là si c'est possible. L'autre truc que je dirais, ben, c'est de parler aux collègues. Est-ce qu'il y a des collègues qui vivent la même chose? Parce qu'entre collègues, des fois, on peut se soutenir, s'appuyer. Des fois, c'est comme, il a encore dit ça, puis tout ça. Puis ce moment de camaraderie, disons, avec les collègues, règle pas la situation, mais ça peut aider à passer à travers ou à passer à travers pendant le temps que ça dure. Mais oui, si la situation est telle que décrite, puis je suis désolé que ce soit le cas, les processus formels peuvent être définitivement employés. Ça peut être déjà dépassé le contexte de la discussion informelle. Mais de regarder, de penser à la mutation, ça peut être fait relativement facilement et rapidement. Suffit de trouver un gestionnaire ou une gestionnaire qui a une boîte de libre dans le bon groupe et niveau, puis de vous transférer. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Manon. Et merci aussi pour la question. J'ai une autre question ici. Euh, Comment puis-je établir des liens avec d'autres départements et élargir mes horizons professionnels si mes tentatives dans les bassins de recrutement sont continuellement infructueuses? OK, Nadia? Oui, puis je pense que la réponse que je vais donner à cette question touche aussi un peu à la question qui a été posée tantôt, euh, parce que c'est en fait le réseautage. Donc, tu sais, en faisant du réseautage, on ouvre des portes, on donne l'opportunité des gens à venir à nous connaître, à venir à connaître qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis aussi, on vient à connaître un peu plus à propos des autres, puis à qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres. Donc, tu sais, en, en faisant du réseautage, on va aussi, tu sais, s'ouvrir des portes. Puis lorsqu'il y a des situations qui est hors de notre contrôle, qui nous servent pas pour du bien, on a aussi des différentes options, des différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir. Merci beaucoup, Nadia. Euh, Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ici? J'aime beaucoup quand quelqu'un parle de réseautage. Je travaille pour un réseau, bien sûr, donc je vais promouvoir tous les réseaux que je peux, mais c'est vrai, le réseautage c'est très important. Et beaucoup de départements ont leur propre réseau. Il y a aussi le réseau des jeunes
RJFF, l'organisation qui a établi cette rencontre. Donc, je vous encourage à rejoindre le RJFF ou les réseaux dans votre département. Donc, on continue avec les questions. Oh, Guillaume, Et pardon. des communautés qui sont plus professionnelles aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme spécialiste en sciences du comportement, ben, on a un réseau, une communauté de pratique à travers le gouvernement fédéral en sciences du comportement. Le secrétariat du Conseil du Trésor a une communauté autour de l'expérimentation aussi, à laquelle j'ai longtemps participé, puis où j'ai connu plein de gens à travers les différents ministères et tout ça, qui fait en sorte que ben, éventuellement, ben, on réseaute, on se fait connaître, les gens parlent de nous et tout ça. Donc, de regarder, est-ce que j'ai des habiletés particulières, est-ce que j'ai une expertise en particulier, puis est-ce qu'il existe un groupe autour de ça, puis ben, sur soit GC Exchange, sur GC Connect, et tout ça, vous pourrez peut-être trouver de l'information sur ces réseaux-là. Demandez aussi autour de vous, les collègues peut-être sont au courant, peut-être que les collègues connaissent, surtout ceux qui sont dans la fonction publique depuis longtemps, puis ben, participer aux activités du réseau des jeunes professionnels. C'est aussi une super bonne façon de connaître des gens à travers tout le GC. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. OK, on continue avec les questions. Une autre question qui a été votée ici, c'est comment peut-on apprendre à ne pas confondre... Oh non, on a déjà répondu à celle-ci, je m'excuse. Deuxième question, c'est la pandémie nous a appris que le temps est une ressource importante et non renouvelable. Comment puis-je devenir à la fois stratégique et résiliente dans ma planification et ma progression de carrière? Oh, il y a des bonnes questions aujourd'hui. Nadia ou Manon, est-ce que vous voulez y aller? Euh, je peux y aller maintenant, puis sont pas libres d'ajouter. Euh, Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est vraiment la qualité et non la quantité. Donc, de faire du mieux avec le temps qui nous est offert, puis aussi tu sais, de regarder qu'est-ce que nous avons à notre disposition. Euh, Est-ce qu'on a une bonne communication avec notre employeur qui peut nous guider sur nos objectifs avec nos collègues, avec tu sais, notre réseau? Est-ce que j'ai des bonnes relations avec les gens autour de moi ou est-ce que tu sais que je peux ajouter ma banque de ressources? Je pense que c'est toutes des différentes stratégies d'être honnête avec nous-mêmes, de voir qu'est-ce qui nous manque pour arriver à la prochaine étape et parfois même regarder à des postes qu'on aimerait d'appliquer et voir qu'est-ce que les compétences qui demandent et d'essayer d'établir un plan selon les compétences sur le posting qui est notre but ultime. Donc, vraiment de se bâtir selon qu'est-ce qui est le but ultime, se créer un plan de ce genre-là. Donc, Manon, Guillaume, est-ce Oui. que vous avez des Non, choses? justement, j'allais dans la même voie que toi. Donc, je pense que la question est importante parce qu'on sait que les processus de sélection peuvent être de longue haleine. Donc, quand on parle d'être à la fois stratégique et résilient, tu sais, à l'intérieur d'une année, par exemple, on va avoir nos rapports de performance, qu'on a des discussions à des intervalles réguliers avec notre gestionnaire. Donc, c'est aussi voir à l'intérieur de mon année, de mon travail, comment puis-je être stratégique, justement, comme Nadia nommait, de qu'est-ce qui est mon objectif. Donc, s'il y a une compétence particulière qui est souhaitée ou qui est nécessaire pour mon travail de rêve, mettons, ou pour ma progression, comment puis-je utiliser où je suis actuellement et pour combler les attentes de mon travail, de mon superviseur, de mon équipe, mais aussi pour étoffer mon expérience, mon sac à outils, mes ressources
pour que la prochaine fois que ce poste-là devient disponible ou qu'il y a un autre poste semblable qui m'intéresse, que, comme que je dis, mon CV soit plus étoffé, que je suis plus confiante que j'ai développé cette habileté-là. Donc, ça peut être aussi de le nommer dans notre plan notre plan éducatif ou notre plan d'avancement avec notre gestionnaire dans notre lors des discussions de performance, que c'est des choses qu'on voudrait travailler dessus. Ça peut servir au poste actuel, mais ça peut aussi servir pour progresser. C'est très bonne réponse, c'est vrai. Et j'aime comment, Nadia, tu retournais sur le cercle d'influence. Qu'est-ce que je peux contrôler? Donc, c'est une très, très bonne réponse. Une autre chose que je pourrais ajouter aussi, c'est de contacter les personnes qui occupent déjà le rôle que tu aimerais euh, faire. J'ai trouvé que beaucoup de personnes dans la fonction publique aiment partager leur expérience et leur travail. Et beaucoup d'entre eux peuvent vous donner du coaching. Euh, je vous encourage à les contacter aussi et apprendre ce qui est nécessaire à développer. Parce que beaucoup de fois, on a le poste qu'on aime, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Euh, donc, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui a déjà passé sur cette expérience et de pouvoir vous aider. Donc, Nadia, Manon, merci beaucoup pour la réponse. Ben oui, est-ce que je peux ajouter une autre chose Bien sûr. qui me vient à l'esprit, c'est que être résilient, ça ne veut pas dire qu'on va pas vivre des émotions inconfortables. En fait, le développement de soi, la croissance de soi est inconfortable. Donc, je pense que c'est important de différencier que même qu'on est inconfortable, parce qu'on va être inconfortable dans la progression, ça Mm. ne veut non plus dire que nous ne sommes pas résilients. Donc, c'est un ajout. Merci beaucoup pour ça, Nadia. On continue avec les questions. Une question ici que j'ai, c'est je reçois un refus de ma candidature après avoir passé une entrevue. Vu que les discussions informelles ne sont pas offertes à l'externe. Ah, je viens de perdre la question. Quelqu'un a voté une nouvelle. OK, j'ai la question ici. Vu que les discussions informelles ne sont pas offertes à l'externe, comment puis-je demander à l'employeur ce que j'ai besoin d'améliorer pour la prochaine fois? S'il vous plaît, donnez-moi un ou deux formulations exemplaires pour nous. C'est certain ici que dans les processus externes, hein, il y a pas de processus informel qui existe avec la personne ou ben, avec le groupe ou l'unité qui fait le processus d'embauche. Donc, c'est ici que les autres ressources viennent finalement qui doivent être mises de l'avant. Donc, que ce soit du mentorat, des collègues plus expérimentés, des gens qui occupent un poste similaire, soit dans un autre ministère ou dans votre ministère. Donc, de prendre contact avec ces gens-là, puis de montrer, bon, voici qu'est-ce que j'ai fait, voici qu'est-ce que j'ai essayé, voici où je me trouve, voici le type d'expérience que j'ai, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, vraiment, de demander une rétroaction, je pense, sur qu'est-ce qui s'est passé. Bon, pour l'entrevue en tant que telle, il existe différents programmes ou il existe différents trucs de formation là, avec l'École de la fonction publique, entre autres, pour pratiquer les entrevues. Donc, savoir comment bien répondre aux questions, comment mettre de l'avant nos expériences. Mais disons, le truc que je donnerais pour les entrevues, puis là, je dépasse un petit peu la question, mais le truc que je donnerais pour les entrevues, c'est vraiment là, que quand vous recevez les questions, en principe, vous savez c'est quoi les énoncés de critères de mérite qui vont être évalués et essayez, si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà mentionné explicitement, faites le lien entre la question puis l'énoncé de critères de mérite qui va être évalué par cette question-là. Et regardez comment est-ce que je peux montrer que j'ai cette expérience-là à travers ma réponse. Et le facteur le plus difficile, ben là, c'est celui de bien rentrer dans le temps. Parce que des fois, on a 2 minutes pour répondre, des fois, on a 5 minutes pour répondre, des fois, on a 30 minutes pour répondre à 3 questions et on doit gérer nous-mêmes notre temps. Ça, c'est une entrevue que j'ai déjà faite. Et donc, durant la période de préparation, regarder la question et tout ça, et d'avoir nos expériences prêtes. L'autre chose, c'est qu'en voyant les critères de mérite, avant même d'avoir les questions, c'est possible de dire, ah, ben, il demande est-ce que vous avez de l'expérience d'avoir briefé quelqu'un de la haute gestion sur un dossier qui nécessitait une analyse de données. Disons que c'est ça l'énoncé de critères de mérite. Ben moi, en fait, je les ai ici, en fait. J'ai des questions, des réponses pré-préparées pour des entrevues. J'ai pas fait d'entrevue depuis 6 mois, puis je prévois pas en faire prochainement.
mais j'ai ça, c'est prêt, c'est disponible, c'est un endroit facilement accessible. Puis je mets à jour ces notes-là de façon régulière pour dire que ben, le jour où j'ai une entrevue, quand la question arrive, des fois, j'ai déjà ma réponse préparée, puis j'ai pas besoin de la changer. Je vais juste resuivre mes notes, puis la refaire de la même façon. Donc, d'avoir des pratiques, demander à des collègues, se préparer entre collègues, vous êtes peut-être plusieurs qui essayez de faire des processus d'embauche en ce moment. Donc, des petits groupes informels comme ça et tout ça, c'est définitivement des choses qui peuvent se faire. Et donc, c'est le type de pratique que j'encouragerais là, dans ces cas-là. Merci, Guillaume. Maintenant, Nadia, est-ce que vous avez des trucs aussi à partager? Non? OK. Mais Guillaume, merci beaucoup pour ça. Je vais voler cette tactique aussi pour des futurs postes. Je n'ai jamais pensé à écrire des questions en avant. Donc, Euh, euh, Quand on réussit à donner des bons conseils aux modérateurs, c'est là qu'on dit qu'on sait qu'on. c'est parfait. OK. Merci encore. OK. Cette question, je pense que c'est pour vous maintenant. Quelles sont les émotions à montrer ou ne pas montrer dans le cadre du travail? J'ai juste choisi moi maintenant à cause de votre expérience, mais n'importe qui peut répondre. Hmm. Donc, je pense que les émotions à montrer ou à ne pas montrer, la question est très vague. Je pense on est humain. Je te dirais, c'est pas nécessairement quelle émotion montrer ou ne pas montrer, mais c'est de quelle façon qu'on les démontre, puis de quelle façon qu'on reconnaît c'est quoi le message que ça nous transmet. Donc, je pense que c'est important de la connaissance de soi, puis je pense que l'intelligence émotionnelle rentre là-dedans. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité d'identifier ses propres émotions, mais aussi celles des autres. C'est la capacité aussi de comprendre ses émotions. Donc, si on est au travail, dans le cadre du travail, puis on vit des émotions, c'est vraiment s'arrêter puis comprendre le pourquoi. Si la situation, l'émotion nous monte en présence d'une certaine personne ou en présence d'une certaine situation, c'est vraiment prendre conscience de pourquoi, qu'est-ce que le message que je tente de m'envoyer à moi-même, mais aussi c'est quoi le message que ça passe aux autres. OK? Je pense qu'il faut prendre conscience que nous sommes responsables de nos émotions. Puis oui, il va y avoir un petit peu comme que Nadia disait tantôt, quand on parle du cercle d'influence, le cercle de contrôle. Donc, les événements extérieurs peuvent nous faire vivre des émotions, mais nos émotions nous appartiennent. Puis, tu sais, dire quelque chose comme, ah, ben, il m'a fâché ou il m'a mis en colère. Donc, là, j'étais en colère de la situation parce que, mais ça me revient, mon émotion me revient, puis ça me revient à comprendre le pourquoi. Puis, ça me revient aussi la responsabilité de comprendre de quelle façon ça va m'être utile ou ça va aller à mon désagrément dans l'environnement de travail, puis de travailler là-dessus de quelque façon que ce soit en accédant au programme des autres employés, à du counseling, en travaillant sur nous-mêmes par l'entremise de la méditation, de l'activité physique, en parlant des gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on peut être vulnérable avec. Mais je pense qu'il n'y a pas des émotions spécifiques qu'on doit démontrer ou ne pas démontrer. On doit être dans l'authenticité. Puis quand on vit des émotions qui sont peut-être pas euh, euh, qui sont moins appréciées dans l'environnement de travail, il faut avoir la réflexion du pourquoi on vit ces émotions-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler peut-être notre environnement ou nos interactions. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. Le temps file. J'ai une autre question. J'aimerais aller à toutes les questions, mais celle-ci sera la dernière. Euh, la question, c'est certains employeurs cherchent à recruter des candidats pour des postes à niveau ou équivalent. Par exemple, si nous avons été préqualifiés dans les bassins de recrutement EC3 ou AS5, mais que notre poste actuel n'est pas l'équivalence énoncée. Sommes-nous néanmoins considérés comme qualifiés pour ce poste? Dans le cas contraire, existe-t-il une possibilité d'engager une discussion avec le gestionnaire en question afin de solliciter... Ah, quelqu'un a voté une nouvelle question, donc je viens de perdre celle-ci. Afin de... Ah, j'ai compris. Ben, je peux peut-être commencer à répondre, Raoul, puis si jamais OK, j'ai. d'accord.
pas complété. Manon, Nadia, je la prends cela comme c'est sur une technicalité de RH. C'est sûr qu'il y a différents types de bassins. Vous pouvez toujours retourner à la fiche et dans la fiche, regardez si le bassin peut être utilisé par d'autres ministères ou non. Donc, ça, c'est la première chose à regarder, à avoir en tête parce que c'est pas tous les bassins qui sont pareils, qui sont égaux. Donc, moi, par exemple, mon poste en ce moment à Service partagé Canada, ben, je l'ai obtenu à travers un bassin qui était de Sécurité publique Canada. Par contre, le bassin était explicitement ouvert aux autres ministères. Donc, c'était écrit sur le bassin. Nous pourrions utiliser ce bassin pour des emplois dans d'autres ministères. Si cet énoncé-là est pas là, ça rend la tâche un petit peu plus compliquée parce qu'à ce moment-là, c'est que ça devient un processus non annoncé. C'est-à-dire que le gestionnaire peut utiliser le bassin comme justification pour votre embauche, mais ça va rester un processus non annoncé. Et ça, ben, ça dépend des directions, ça dépend de l'expertise, ça dépend de la rareté de votre profil. C'est un petit peu plus de travail pour le gestionnaire. Ça rend la tâche beaucoup plus facile d'être qualifié dans un bassin à niveau pour un poste équivalent. Mais quand le bassin n'est pas ouvert aux autres ministères, c'est un petit peu plus compliqué parce que le bassin devient une justification plutôt que la source ou la raison sur laquelle on embauche. Il y a des petites technicalités ici là, à garder en tête. Le bassin aussi, ben, c'est un bassin AS2. Un bassin AS2 peut être quelqu'un qui est adjoint exécutif d'un directeur principal. C'est un AS2. Mais un AS2 peut faire toutes sortes d'autres fonctions. Et donc, passer d'un type de bassin à un autre type de bassin pour des emplois différents, même si le même groupe est niveau, ça peut être difficile. Et ça, ici, ça dépend des énoncés des énoncés de critères de mérite. Et donc, s'ils sont similaires, ça peut être facile. S'ils sont très différents, mais c'est plus difficile, ça peut prendre un peu plus de temps. Euh, Ça vaut la peine d'engager la discussion, mais soyez clair dans les correspondances avec le ou la gestionnaire. Dites, mon poste et mon niveau en ce moment, c'est ça. Je suis pleinement ou partiellement qualifié dans tel bassin avec le numéro. Si vous voulez donner un coup de main en plus de plus, vous pouvez donner le lien vers la fiche sur GC Emploi et la personne peut après ça aller voir, aller valider, regarder est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais voilà, donc c'est possible d'utiliser les bassins. Moi, c'est comme ça que j'ai obtenu mon emploi, l'emploi que j'ai depuis presque un an maintenant. Mais ça peut être plus difficile selon la nature du bassin. Merci Guillaume. J'aime comment il y avait deux questions, tu as répondu à toutes les deux. Donc merci beaucoup pour ça. Euh, Guillaume, Nadia, Manon, absolument, vous êtes une mine de connaissances. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne manquerai pas de regarder cet enregistrement encore sur la page YouTube ou peut-être essayer la nouvelle série de balados quand j'aurai des questions sur ce sujet. Mais euh, merci beaucoup pour avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous, d'expliquer euh, les les différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui et aussi nous donner des trucs et des astuces et des recommandations et répondre aussi à nos questions. Donc, merci beaucoup pour avoir pris votre temps pour être ici aujourd'hui avec nous. Euh, pour les membres de l'auditoire, si vous souhaitez en savoir plus sur l'un ou l'autre de ces sujets, consultez la page de ressources de Wiki CBC 2024. Euh, Avant que nous partons, j'aimerais vous demander une dernière question, une question de sondage. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Et la question, c'est, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Oui, non ou je ne sais pas. Mais vraiment, merci de vous être joint à nous aujourd'hui, tout le monde qui est ici présent. J'aimerais vous rappeler qu'en plus de la session de cet après-midi, nous allons discuter une autre session à 14h30. Le thème, c'est la maîtrise des réseaux sociaux. Obtenez l'emploi de vos rêves grâce à l'étiquette et à l'éthique en ligne. Vous aurez également l'occasion de vous rendre dans les kiosques et de discuter avec des membres des communautés de 15h30 à 16h30 aujourd'hui, heure normale de l'Est. Et si vous avez des questions à comment naviguer l'expo, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet qui dit Expo dans le menu du hall, pardon. Et quand vous serez là, quand vous aurez cliqué là-bas, vous serez dans l'expo.
Vous n'avez qu'à déplacer votre avatar pour accéder aux différents stands qui sont là. À l'intérieur de chaque stand, vous verrez une description de la communauté GC et aussi leur logo. Et aussi, il y aura un bouton qui vous donnera l'option de joindre un espace de réunion. Et là-bas, vous pourrez rencontrer un représentant de cette communauté GC et les poser des questions aussi. Le lien vers toutes les séances ainsi que vers l'événement de réseautage seront sur notre page YouTube et sur la page wiki du RJFF. Oh, mon écran a changé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ok, d'accord. Tout mon écran est devenu noir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le lien, je disais que les liens sur toutes les sessions ainsi que vers l'événement de réseautage se trouvent sur la page principale de Zoom Events et aussi les ressources seront disponibles sur la page wiki et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur notre chaîne YouTube et les balados sur Spotify et Apple Podcasts. Un grand merci à tout le monde qui est ici aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous et merci pour une très belle rencontre. Je vous souhaite tous une très belle journée.